Alors, aujourd'hui, Eh bien, on va procéder donc à la correction du PPO que vous aviez à faire, donc du DM que vous aviez à faire. Et on va faire ensemble, on va essayer de travailler sur la révolution des œillets. Et il va falloir aussi que deux personnes volontaires se décident pour faire un exposé sur la révolution des œillets, premièrement, comme j'avais expliqué dans la vidéo. Et troisièmement, qu'on fasse le point sur l'opération Condor. Sur l'exposé de l'opération Condor, parce que j'aimerais qu'il se fasse. Pablo? Alors, pour l'opération Condor, on vous a envoyé un mail pour savoir si on pouvait passer jeudi. Jeudi matin? Quand vous voulez, jeudi. Ok. On peut faire ça en privé, on n'est pas obligé de dire à tout le monde et j'enregistre. Parce que si jeudi ça pose des problèmes, est-ce que tout le monde est dispo jeudi matin de 11 à 12? Bien sûr. Oui ou non? Pas de SES, pas de machin comme ça? 11h à 12? Ouais. Jeudi. Jeudi. Oui, c'est bon. Ça, je vous dis pas que ça durera toute l'heure, hein. Ok? Donc, ok. Alors, vous me faites parvenir, si vous avez un PowerPoint, si vous avez quoi que ce soit, vous me le faites parvenir avant, s'il vous plaît. Et on voit. Ok? Mais vous voulez que qu'on vous fasse l'oral à vous seul et qu'après vous l'enregistrez et que vous le mettez sur le groupe? Non, non, on le fait pour tout le monde. Bah, et tout. Parce que vous avez dit entre nous. Oui, non, oui, mais c'est ce que je me suis dit au début. Puis je me suis dit, bah non, autant que tout le monde en profite. D'accord. Ok? Sachant que tous les lives qu'on fait là sont enregistrés. D'accord? Je les enregistre et je mets un replay sur YouTube après. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que donc dites pas de bêtises, hein, bien sûr. Premièrement, mais le but du jeu, c'est qu'on soit. Alors là, vous êtes 14. Alors, question de Pablo. Pour ceux qui n'abandonnent pas l'aspect géopo, est-ce que l'année prochaine, si on n'a pas fini le programme, on finira des notions? De toute façon, le programme de terminale, c'est un approfondissement de ce qu'on voit en première. Donc de toute façon, on approfondira des notions, hein, on finira des trucs. Hein. Bon, allez, on attaque. Donc, on repart sur l'Espagne. Donc, vous avez vu la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez tous vu. Donc, la synthèse sur l'Espagne. Alors, vous aviez à lire le rapport de 2008, l'article dans la revue Mouvement de mars à mai 2008. Sur la mémoire démocratique face au franquisme. Alors c'était intéressant parce que justement, on voit comment la réconciliation a pu se faire ou pas. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'a pu dire Madame Pellechia sur l'Espagne. Donc concrètement, on a une Espagne qui est partagée en deux. Une Espagne des campagnes qui est fondamentalement nostalgique de gré à gré, hein, de loin en loin, du franquisme. Et on a une Espagne des villes qui est beaucoup plus progressiste. Alors attention, quand je dis nostalgique du franquisme, entendons-nous bien. C'est pas nostalgique de la répression, des choses comme ça et tout. Non, c'est l'apparat, c'est lié à un temps ancien où les choses. Donc, la première question, Pablo. Le contexte dans lequel se produit le coup d'État et le rapport à la violence du nouveau régime. Qui veut répondre? Vas-y, Bart. Ce coup d'État produit en pleine transition démocratique. Attends. Allô? Oui.
en pleine transition démocratique espagnole. En effet, le pays était divisé en deux camps, la monarchie constitutionnelle légitime, composée d'Adolfo Suarez et de Juan Carlos Ier, et des franquistes putschistes prenant la violence comme mode opératoire. Alors là, tu t'es trompé. Parce que là, ouais, ce n'est pas Juan Carlos Ier, d'accord, à ce moment-là, c'est Alphonse XIII. C'est Alphonse XIII. Donc, Pablo, est-ce que tu veux lire ton truc? Oui, vas-y. Pablo, tu peux lire ta prose. On a Ça doit perdu. sûrement bugger. Après, si vous voulez, je peux répondre. Aurore, vas-y. Public. En 1931, la deuxième... Ah, pardon. Il y Vas-y. a quelqu'un qui Bah, parlait. Attends. Vas-y. Vas-y. Ok. Bah, vas-y, Pablo. Depuis 1931, l'Espagne était en république, la Seconde République. Il y avait la pluralité politique, des syndicats, un parlement, etc. Néanmoins, vers les années 1935-1936, une certaine instabilité politique s'installe. Suite à la victoire électorale du Front populaire le 16 février 1936, un député monarchiste se fait assassiner. Les tensions montèrent de plus en plus jusqu'au coup d'État militaire le 17 juillet 1936. Bien que ce coup d'État fût déjoué, ce dernier fut le déclenchement de la guerre civile d'Espagne de 1936 à 1939. La violence omniprésente durant ce coup d'État s'inscrit dans une continuité devenant un principe fondamental du. Les violences et répressions du coup d'État continuèrent, comme par exemple l'épuration politique et professionnelle de 1941, qui décima 9,5% de la population espagnole. La violence de la dictature franquiste dura jusqu'à la fin de Franco au pouvoir des personnes jusqu'en 1964. Très bien. Très bien. Aurore, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'avais mis à peu près ça aussi, donc... Ok. Non, c'est bon. Ok, tout à fait. Donc la République, effectivement, elle a été proclamée en 1931. Et le roi Alphonse XIII a été forcé à l'exil. Effectivement, une fois, on a un peu le même principe que au Chili. Quand le Front populaire, le Frente Popular, gagne les élections en 1936, comme en France en 1936, eh bien, il y a une peur du communisme et donc une réaction de la droite nationaliste catholique qui déclenche le coup d'État autour de Franco. Et une fois que le nouveau régime est proclamé, les tribunaux à ce moment-là vont être supplantés par la justice militaire qui va, elle, organiser la répression. Donc c'est la justice militaire, en fait, on passe dans un état c'est la justice militaire qui va se prendre la place de la justice civile. Voilà, bon, bah, c'était bien vos réponses en tout cas. Voilà. Alors, quel usage est fait du droit sous la dictature? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre que Pablo toujours? Que Bart? Aurore? Les autres? Soyez pas timides. Je sais pas, moi. Si y a Jeanne? personne, Jeanne, vas-y. Ouais. Non, alors, retente le micro. Oui, Ah, ben voilà. Vas-y. comme dans tout régime autoritaire, le droit n'est pas une caractéristique essentielle, et cela n'a pas épargné le régime de Franco. En effet, le peuple n'a aucun droit, leur parole n'est plus libre, il est obligé de suivre les ordres donnés. La censure est omnisciente, est omniprésente, la presse ne diffuse par conséquent
fait ce que l'État lui autorise, une terreur est aussi installée, la terreur blanche. Hors de celle-ci, des milliers d'assassinats sont commandités contre les opposants du régime. Le pouvoir, quant à lui, se partage entre Franco et l'armée seulement. Il représente par conséquent tous les pouvoirs. Parfait. Jeanne, c'est très très bien. Effectivement, le droit est détourné pour instaurer la violence. Et ce droit-là est réorganisé pour, eh bien, épurer la société espagnole des anciens républicains et des opposants. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était bien. Merci Bart. Oui, c'était bien. C'était très bien, Jeanne. Pablo, je vois que tu es en train d'écrire. Ah, merci. Oui, oui. D'accord. Oui, bah oui, il sera noté. Quand même. Il faut quand même qu'on ait des notes, hein. Pas déconner. Si je puis vous donner un conseil, juste entre nous, privilégiez plutôt l'ordi ou la tablette. Enfin, l'ordi c'est bien pour plutôt que le portable. Hein. Pour les lives, je parle. Hein. Ça bug moins de ce que j'ai pu voir ces derniers temps. Voilà. Alors je reprends. Que prévoient les accords de la transition? Qui veut répondre? Vas-y, Cléa. C'est bon? Vous m'entendez? Parle un peu plus fort. C'est bon? Oui. Ok. Suite au régime franquiste, la démocratie a pris dans un mouvement où personne ne pouvait parler, ce qui donnait plutôt une dictature. En 1977, la loi de l'amnistie apporte une unité. La mobilisation pour le rétablissement se fait en 2002. La loi de reconnaissance permet de rétablir la vérité et la justice, le droit économique. Tout cela aura fait beaucoup de dégâts. Bien. Alors effectivement, comme dans d'autres régimes où on a des transitions démocratiques, on a là une commission de réconciliation, donc là ce qu'on appelle les accords de transition. Pourquoi? Alors, vous avez une infrastructure qui est en place. Si on enlève du jour au lendemain tous les fonctionnaires, tous ceux qui se sont compromis avec le régime ou qui n'ont pas pu faire autrement, vous cassez la continuité de l'État. Ok? Donc, eh bien, il faut juger selon les degrés d'implication les gens pour éviter une complète désorganisation de l'ensemble du pays. Alors, vous avez eu ça à la Libération en France. On n'a pas massacré tous les gens qui avaient collaboré, parce que sinon il y aurait plus grand monde. Il y aurait eu plus grand monde dans l'administration. On n'a pris que les gros poissons, les gros poissons, même s'il y en a certains qui sont passés entre les gouttes. En Afrique du Sud, pareil, vous avez eu la commission de réconciliation. Au Chili, pareil. Alors, c'est une bonne question, effectivement, Pablo. Après le régime nazi, il y a eu d'abord des jugements, donc Nuremberg, etc. Et puis et puis il y a des gens qui sont passés entre les gouttes. Et puis il y a des gens qui ont servi dans la Wehrmacht et qui ont après servi dans la Dutch Air, donc la nouvelle armée. Autre cas, alors là c'est un peu différent, hein, mais je prends l'exemple de Wernher von Braun, hein, donc le père de Apollo, donc qui était allemand, qui a été naturalisé américain quand il a été capturé, qui n'a pas hésité pendant la Seconde Guerre à expérimenter les V2, donc des bombes, et surtout à utiliser des déportés pour construire ces mêmes V2.
Mais et ça l'a pas empêché d'avoir été après reconnus comme héros américains quand ils ont fait Apollo. Après, on pourrait aller dans de la philosophie sur la notion de rédemption et de choses comme ça. Mais voilà. On peut pas désorganiser complètement un pays. Sinon, effectivement, ça s'appelle du pragmatisme. Alors, moralement, c'est complètement indéfendable. On est bien d'accord. Mais d'un point de vue purement étatique, en termes d'administration, il faut justement juger avec justice. C'est la balance. D'accord ? Un petit peu comme le poids des âmes dans le purgatoire, c'est un peu le même principe. Voilà. Est-ce que j'ai été clair ? Merci. Donc le tableau, je vais le faire moi, vous allez le voir sur l'écran. Donc, de l'autoritarisme à la démocratie, une transition complexe, un contexte d'action marqué par l'incertitude. Les acteurs mobilisés dans cette transition, c'est l'État et la société civile, et aussi les historiens, dans un chapitre qui va disparaître malheureusement avec le nouveau programme en terminale. On parlait justement du rôle de l'historien dans les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, et c'est tout à fait ça. Les historiens sont amenés à témoigner de leurs recherches sur le déroulement immédiat ou à plus long terme de ce qui a pu se passer pendant tel ou tel événement. D'accord, ils apportent une nouvelle vision qui se repose sur des sources importantes. Ok, donc ça c'était une première chose. Alors, les premiers changements qu'on voit, c'est la dissolution des Cortés franquistes, parce que les Cortés vont réapparaître, mais ce sera les Cortés de la monarchie, avec la constitution de 1978 qui l'accompagne. La loi d'amnistie de 1977 dont on a parlé, et la dissolution des tribunaux militaires franquistes. Dans les accords et les compromis, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat ? Des droits économiques, une réhabilitation et une assistance sanitaire pour les anciens républicains. C'est-à-dire qu'après les avoir mis en prison, on les rétablit de manière pérenne. Ok ? On continue. Mais ce que ce processus laisse en suspens, c'est l'impunité totale des crimes du franquisme, vu qu'ils ont été amnistiés par la loi de 77. Il n'y a pas eu de retour, comme ce qu'on a pu faire avec les grands procès en France, que ce soit le procès Barbie, le procès Touvier ou le procès Papon. Il n'y a pas eu de retour là-dessus. En France, vous avez eu des lois d'amnistie aussi. Et la loi d'amnistie 77, c'est la case des premiers changements. Pour te répondre, Muradiol. Alors, vous pouvez prendre bien sûr un snap, une photo, ok, bien évidemment, et transmettre à vos copains. Une capture d'écran, des signaux de fumée, bon, bref. Ok. Donc, ça laisse quand même, quand vous ne jugez pas tout, ça laisse un certain flou du ressenti, des choses comme ça. Alors, ça évite aussi l'épuration sauvage, bien sûr. Et
l'épuration sauvage, c'est je sais ce que tu as fait pendant la guerre. Par exemple, un processus raté, c'est la Roumanie. La Roumanie en 89, donc vous avez une révolte contre le concordator, donc mince, Ceausescu, ça me revenait plus, pardon, Ceausescu, un procès effectué à la va-vite et une exécution rapide sans aller plus loin, d'accord, et une impunité des gens qui ont fait exprès de faire ce procès un peu rapide pour justement ne pas eux-mêmes être jugés, d'accord? Parce que souvent les acteurs de l'épuration sont aussi des gens qui veulent pas être inquiétés par la suite, de peur d'être dénoncés. Pour répondre à ta question, Pablo, oui, vous aurez votre tableau corrigé. Tu me laisses la correction, je vais voir. Ok? Je vais voir, je vais adapter selon. Ok? Bien, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, ont fait l'effort de se prendre une petite heure pour écouter l'émission que j'avais mis en lien sur YouTube? J'ai pas entendu parce que ça a bugué. Vous avez dit quoi, monsieur? J'ai entendu sur YouTube. Oui, je disais, est-ce qu'il y en a qui, parmi vous, ont écouté l'émission sur le 23F que je vous ai mis, c'est une émission de radio, un podcast que je vous ai mis en description sur l'aspect, sur la vidéo de SP. Ah ben j'ai pas du tout vu, donc non. Merci de ta franchise. Mais j'ai même pas vu le lien. D'accord. Donc il y avait J'ai un lien. regardé juste votre vidéo de cours et c'est tout. D'accord, non, mais tu verras, il y a un lien en description donc qui vous explique un petit peu le déroulement du coup d'État du 23F, qui est en fait une sorte de chant du cygne du franquisme, le retour de la mort qui veut pas mourir et qui échoue parce que l'État ne suit pas, le roi ne suit pas et la population ne suit pas. Donc elle ne suit pas les militaires qui voulaient revenir. Voilà. Mais ça c'est intéressant aussi, c'est très intéressant à écouter. Tout que Affaires sensibles, c'est plutôt pas mal, c'est pas mal foutu. Alors, quelle a été la réaction des pays occidentaux sur la loi d'amnistie ou sur la réconciliation espagnole? Déjà, il faut voir la position des pays occidentaux avec l'Espagne franquiste. On a quand même des pays occidentaux qui, dans les années 70, ont le droit d'aller en Espagne pour le tourisme, premièrement. Et puis, c'est un allié, le franquisme contre le communisme en Europe. Donc, par exemple, il faut savoir que les forces armées espagnoles à l'époque sont équipées intégralement en matériel américain. Voilà. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Donc, on a... il faut pas partir de l'OTAN, il faut pas aller jusque-là encore, mais à ce moment-là, pas de problème. Business is business. Ok ? Sur la loi d'amnistie, ils ont rien à dire.
Après, il y a des procureurs, bien sûr, qui peuvent aller chercher un petit peu, parce que la justice, elle est indépendante. Hein, les premières, comment ça s'appelle, actions de justice contre Pinochet, elles sont le fait du juge Garlson en Espagne pour la disparition d'Espagnols pendant la dictature du Chili. Donc là oui, il y a une réaction, mais sinon, il n'y a rien. Oui, bien sûr que tu peux trouver, tu vas sur ina.fr, tu vas trouver tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. D'ailleurs, je regarde dans votre livre, mais je crois pas. Hein. Sur la transition, il y a pour la révolution des œillets, mais nous n'en avons pas pour l'Espagne. Mais néanmoins, tu dois pouvoir retrouver des choses. Tu as par exemple sur l'INA, oui, tu as non, tu as juste le JT de 1981 de Juan Carlos que je vous ai mis que je vous ai mis dans la vidéo. Donc de toute façon, voilà. Ok. Bien. Alors, on va avancer un petit peu. Vous allez vous rendre donc page 70-71 de votre livre, si vous arrivez à la voir. Et là, vous pouvez l'afficher sur le live? Pardon? Vous pouvez l'afficher ou pas la page sur le live? Non, je ne peux pas parce que j'ai pas accès au livre numérique. J'ai pas accès sur École Directe, il veut pas. Enfin bref, c'est un peu tout moisi de ce côté-là. Alors page 70-71, c'est en fait l'étude de la révolution des œillets au Portugal. Donc, ce qui serait intéressant pour le prochain live qui aura lieu, alors pas jeudi où on va faire l'opération Condor, mais la semaine prochaine, mardi prochain, je voudrais avoir 2 volontaires qui préparent le PPO, un exposé sur la révolution des œillets au Portugal. Pas tous à la fois, sinon je vais être obligé de... Et ben voilà, donc ça marche, Lisa. Oui. Voilà. Non, mais JPP me dit ça, j'ai rejoint un peu plus parce que j'ai rigolé. D'accord. Parce que vous m'avez choisi moi, quoi. Lisa, je choisis pas par hasard non plus. Super. Bah non, ça veut dire que je compte sur toi. Je sais que tu peux faire du bon travail. Ok. D'accord? C'est bon? Donc page 71? Ok, et du coup je dois faire comme Bart. Exactement, 10 minutes. Ok, super. Ok, donc pour mardi prochain. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, les jeunes, sur tout ce qu'on a fait sur ce live? Non, c'est bon. Bien. Alors, donc on se retrouve jeudi à 11h pour l'opération Condor, pour l'exposé sur l'opération Condor. Le temps que vous voulez. Le temps que vous voulez pour l'opération Condor. Ok. Par contre, vous m'envoyez le truc un peu en avance. D'ici là, j'essaie de... Donc il y aura le replay pour ceux qui l'auront pas vu. Hein. Je pense à Thibaut, à Valentine, à Rohan, etc. que je vois qui sont en ligne. Ce qui ne les empêchera pas de revenir, hein, bien sûr. Voilà. La prochaine vidéo de SP, ça sera la semaine prochaine, une fois qu'on aura fait le documentaire, donc la synthèse sur la révolution des œillets. Ok, elle sera un peu plus longue que celle que vous avez eue là. Donc on se retrouve, qu'on soit bien d'accord, le mardi après-midi de 14h à 16h et éventuellement le jeudi matin de 11 à 12. Est-ce que ça vous va? Non, pas de DM sur la révolution des œillets.
Je redis les horaires. Donc le mardi de 14 à 16 et le jeudi de 11 à 12. Ok? Tout le monde est bon? Jeudi de 11h à midi, donc on aura l'opération Condor. L'exposé d'opération Condor. Bien, sur ce les jeunes. Voilà, parfait, merci Pablo. Sur ce les jeunes. Donc je reste dispo pour vos questions par Outlook ou même par Discord, ok. Et je vous dis donc à jeudi. Et voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Et passez une bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Faites attention. Faites pas les andouilles. D'accord? Je sais que c'est dur. Et faites surtout attention à vous. Je tiens tous à vous revoir quand on se reverra. Allez, à plus.